Bien. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'Institut culturel Bernard Magret. On va démarrer cette rencontre dès maintenant. Alors, comme vous le savez, dans le cadre de ces missions de soutien à la création artistique, l'Institut culturel Bernard Magret propose tout au long de l'année des expositions d'art contemporain, mais également des rencontres intitulées Les Nuits du Savoir, qui sont l'occasion d'accueillir des philosophes, des sociologues, des artistes, des médecins, venir nous parler de leurs pratiques. C'est un lieu où on organise également des concerts de musique classique, notamment avec Nicolas d'Autricourt, à qui Bernard Magret a confié un très beau violon Stradivarius. Et nous accueillons également régulièrement des artistes en résidence afin de soutenir la production d'artistes de talent, une production d'artistes et de talents émergents. Donc c'est donc en toute logique et avec un grand plaisir que nous avons accepté d'accueillir ce soir les rencontres Hopline organisées dans le cadre de ce qui est aujourd'hui le premier prix d'art contemporain en ligne. Cette rencontre animée par Pierre-Laurent Gillard, directeur adjoint de l'Agence Aquitaine du numérique, cette rencontre portera sur le thème « Les artistes, les entreprises et les acteurs du numérique ». Mais avant de laisser la parole à nos invités, et avant que Marcel Desvergnes, le président d'Hopline, introduise cette soirée, je vous rappelle que cette rencontre sera suivie d'une petite dégustation dans les salons du Château La Botière. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Eh bien, monsieur le secrétaire général, merci de ces propos. Je me demande si on ne vous remercie pas aussi par le fait que vous nous avez dit qu'ensuite, il faudrait changer de salle pour une dégustation. Il m'a semblé qu'il y a eu un brouhaha dans la salle. Bon, sérieusement, donc, pendant environ 1 minute 20 secondes, j'ai le plaisir, effectivement, j'allais dire, non pas de vous accueillir, mais de dire que lorsque Michèle Robin est venue me demander de présider Hopline, elle avait déjà, ça remonte à un certain nombre d'années, parce que c'est temps, cette hypothèse que par rapport à l'art contemporain, eh bien, on avait aussi besoin donc, de ce qui s'appelle aujourd'hui le numérique, et qui permet effectivement à des personnes, à Bordeaux, en France, en Europe, à travers le monde, justement de pouvoir, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, au fond, se confronter à la création, la pure création, avec des artistes, hommes ou femmes, d'extraordinaire qualité. Et que si, je pense qu'on en reparlera, que si évidemment les galeries, par essence même, sont des lieux où on peut observer les œuvres, avec évidemment ce qui s'appelle la mutation numérique, c'est quelque chose qui effectivement est transversal, horizontal, etc., etc., etc. Et c'est vrai que j'ai accepté, bien sûr, et je note pour la ville de Bordeaux, pour la Gironde, l'Aquitaine, mais de plus en plus cette relation privilégiée avec Paris, mais je pense que Michèle Robin va en parler à l'instant, fait que justement de plus en plus, nous sommes en phase et nous sommes effectivement en connexion, sans jeu de mots, avec cette création. Et depuis 2 ans, après avoir discuté avec plusieurs partenaires, non seulement c'est l'utilisation d'un réseau, d'un système, d'un outil pour pouvoir obtenir des réactions du monde entier, mais en plus, nous avons plongé avec celles et ceux qui produisent des œuvres, je n'allais pas dire directement en numérique, mais dans les faits, c'est ce qui se déroule. Et il y a donc tout un élément fabuleux de voir comment, au fond, des technologies, des techniques, transforment totalement, vous le savez bien, les uns et les autres, tous les pans de la vie, professionnels, personnels et autres, et touchent évidemment d'une manière fabuleuse tout ce qui concerne l'art et l'art contemporain. Voilà, c'est ce que je voulais simplement dire, sachant qu'ensuite, dès demain, vous pouvez arriver avant 13h à la mairie, puisque vous savez que M. Juppé, le maire, va donner le prix, va annoncer le prix pour l'année 2014. Puis ensuite, ceux qui voudront pourront se retrouver au CAPC, puisqu'on va continuer justement autour des thèmes qui seront un peu évoqués à l'instant, sur les identités numériques. J'ai cru comprendre qu'il y avait un S au mot identité et un S dans le mot numérique. Bonne soirée.
Je vous propose peut-être quelques images. L'historique de Hopeline, avant de vous en parler. Donc ça a commencé en 2009. Donc 2009, voilà, c'était donc Custon Alley qui a gagné. Ensuite, l'artiste invité était Romano Palca et la lauréate Olga. L'artiste invité était Orlan, que nous voyons ici aussi, et avec Bernard Lallemand, le lauréat. Là, c'est Tania Moureau avec Pierre David, l'artiste lauréat. Jacques Villeglé et Jeanne Suspluglas l'année dernière. Et donc cette année, ben, vous ne le saurez que demain. Alors, donc, l'artiste invité cette année est Catherine Icam, que je vais avoir le plaisir de vous présenter et de lui donner la parole. Je voulais vous dire que donc les commissaires cette année étaient donc Catherine Icam, vous aviez aussi Orlan, vous aviez Alexia Guguemos qui est là, Dominique Moulon qui sera là demain, Christian Gattinoni qui n'a pas pu venir. Donc et à eux 5, chacun choisissait 2 artistes, puis ensuite c'est vous qui choisissiez sur le net le lauréat. Donc demain, vous allez voir, vous avez été très très nombreux et on est très fiers de tout cela. La thématique est choisie par le commissaire et c'est pourquoi je vais demander à Catherine pourquoi elle a choisi identité multiple à l'ère du numérique. Bonjour, ne vous inquiétez pas, ça va au point de vue son? Oui. Il y a beaucoup de pages, mais c'est écrit très gros, donc ne vous inquiétez pas. Je suis très heureuse d'être là. Je voulais remercier tous les commissaires, les organisateurs et surtout Orlan de m'avoir désigné comme invité d'honneur. Et je voulais expliquer un petit peu rapidement pourquoi j'avais proposé ce texte « Identité multiple à l'ère du numérique ». Le numérique est un domaine qui m'intéresse beaucoup dans mon expression artistique. Et ce qui me paraît notamment intéressant avec les techniques numériques, c'est le fait qu'elles privilégient plus le processus que le résultat, qu'elles permettent la réalisation, je parle dans le domaine artistique, mais ça peut être étendu à d'autres domaines bien sûr, qu'elles permettent la réalisation de dispositifs dialectiques plutôt que d'images fixes, qui évoluent entre l'apparence et le jeu. Dans une installation interactive, le visiteur a la possibilité d'agir au moyen de diverses interfaces sur une représentation mentale, sonore et visuelle qui évolue en fonction de ses mouvements. Ce qui m'intéresse, c'est de créer des dispositifs qui permettent l'apparition, la disparition, le surgissement, l'absence, et qui intègrent, comme je viens de le dire, l'action des visiteurs dans la création de l'œuvre. Ce qui m'intéresse aussi, c'est le visage de désorientation, capter l'apparence des autres, réaliser des modèles en 3D à la fois réalistes et artificiels à partir des visages humains. Avec la technologie numérique, le portrait n'est plus trace, comme il l'a été longtemps, mais devenir. Je voudrais vous dire quelques mots sur 2 installations que vous pouvez voir jusqu'à demain soir à la galerie DX, ici à Bordeaux, place des Quinconces, que je vous conseille fortement si vous avez du temps d'aller voir. Il s'agit d'Oscar, le personnage virtuel que vous voyez derrière nous, qui était, paraît-il, dans le journal aujourd'hui. Et, comment ? En couleur en plus. Et Faces, qui est un autre dispositif interactif. Donc je vais revenir rapidement là-dessus. L'axe principal de mon travail concerne l'identité, plus particulièrement les thèmes de l'identité et de l'apparence, du vivant et de l'artificiel, de l'humain et du modèle. J'ai toujours aimé jouer avec l'apparence des choses. Je me suis demandé quelle image de nous-mêmes nous renvoyaient les technologies qui nous entourent. Est-ce qu'elle est construction de notre identité ou déconstruction? On ne sait pas trop. Au début, j'ai travaillé avec la vidéo, que j'ai utilisée comme un miroir faussé pour ses possibilités de décalage avec la réalité, présence, absence, temps arrêté, discontinu, fragmentation, changement d'échelle. Ma première exposition était au Centre Georges Pompidou, c'était un dispositif mis en place pour une attente, un jeu du visiteur avec lui-même, à la recherche de lui-même, à la recherche de son identité, telle qu'elle lui était renvoyée par les caméras éclatées dans l'espace. Cette même année, j'ai découvert l'œuvre de Philippe Kédic,
qui m'a beaucoup influencé. Philippe Cadic, maintenant on commence à le connaître, mais pendant très longtemps il était assez ignoré, surtout en Amérique. Et c'est quelqu'un qui a anticipé assez incroyablement tout ce qui se passe aujourd'hui. Notamment, nous avions adapté pour le 10e anniversaire du Centre Pompidou son roman VALIS, qui veut dire en fait Vast Active Intelligence System, et qui préfigurait d'une façon vraiment étonnante ce qu'allait être l'Internet et le Web quelques années plus tard. À partir de 1990, il est devenu possible de modéliser des visages de plus en plus crédibles à partir de visages humains et de leur affecter des paramètres d'intelligence artificielle. Donc nous avons réalisé avec Louis Fléry et avec plusieurs ingénieurs toute une famille de personnages virtuels dotés d'intelligence artificielle et qui interagit avec les visiteurs. Nous avons commencé avec l'autre à la Fondation Cartier dans l'exposition à visage découvert conçue par Jean de Loisy. Puis il y a eu le messager, Alex, elle et enfin Oscar. Notre but était de mettre en place une rencontre porteuse d'émotions avec un simulacre, de construire un dispositif qui permette d'exprimer le désir de l'autre ou peut-être simplement la rencontre avec nous-mêmes sous une autre forme. Il y a ce mot d'Emmanuel Lévinas, c'est pas grave, ça je l'ai déjà dit donc ça n'a pas d'importance. Il y a ce mot d'Emmanuel Lévinas dans l'essai sur le penser à l'autre, le visage qui me regarde m'affirme. Nous existons en fonction de ce que nous regardons, nous existons en fonction de ce qui nous regarde. C'est le face-à-face qui nous fait exister. En tous les cas, c'est ce que j'ai essayé d'expérimenter. Il m'a semblé intéressant de travailler à la marge du vivant et de l'artificiel, de se poser quelques questions. Quand un visage humain cesse-t-il d'être humain pour devenir un modèle reproductible à l'infini? De quels paramètres d'intelligence artificielle faut-il doter ces modèles pour créer l'illusion qu'ils disposent d'intentionnalité et d'autonomie, et donc qu'il y a une rencontre? Évidemment, tout ça n'est possible qu'avec des dispositifs numériques qui se posent des interactions en temps réel. Quelle sorte de nouveaux scénarios doit-on inventer pour donner une forme à ce désir de l'autre? Quels nouveaux espaces de jeu? Donc la première nouvelle, j'arrive presque à la fin, la première nouvelle que j'ai lue de Philippe Cadic, c'est l'histoire de l'invasion de la Terre par une série d'automates, de simulacres, tous plus perfectionnés les uns que les autres, et dont le dernier est le modèle d'un petit garçon qui a un ours à la main, enfin dans les bras, un ours en peluche auquel il manque un œil. Grâce à l'émotion, à la pitié qu'ils inspirent aux hommes, ces petits garçons envahissent la Terre et la peuple d'androïdes qui massacrent toute trace de vie. C'est certainement la nouvelle qui m'a... Ça marche plus ? C'est certainement cette nouvelle qui m'a donné envie de créer Oscar. Oscar, que vous voyez derrière nous, est un personnage virtuel, interactif. Il a 10 ans cette année. Il a déjà eu des multiples vies. C'est ça qui est drôle avec les personnages virtuels, c'est qu'ils sont dotés d'ubiquité. Oscar a 10 ans cette année, comme je vous l'ai dit, et il apparaît pour la première fois aux Tuileries dans un spectacle qui était produit par l'IRCAM, un spectacle de cirque, et il était le personnage principal. Ce spectacle était inspiré du tambour de Schlöndorff, de Günter Grass, et donc c'était l'idée d'un jeune garçon qui refusait de grandir, comme vous savez bien sûr, pour réagir contre le nazisme qui l'environne. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer ce petit adolescent, cet adolescent qui refuse de grandir. Après, il s'est promené dans des foires d'art contemporain, il a rencontré une autre jeune femme avec laquelle il a eu une grande histoire d'amour. Enfin, c'est un personnage virtuel qui a eu des tas de vies. Si vous allez demain à la galerie, vous verrez Oscar dans sa dernière version, il est sur un chevalet. C'est une revisitation du portrait de Chevalet, et où il vous sourit, où il s'en va. On ne peut pas trop savoir comment ça se passe. C'est comme une rencontre humaine. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Je vais donc terminer en vous parlant de Faisseuse. Faisseuse, c'est la nouvelle installation que nous voulons réaliser avec Louis Fléry. Et c'est une installation qui me tient beaucoup à cœur. On peut capter en temps réel son propre portrait. Et ce portrait, qui est en 3D, est composé d'1 million de particules qui se font et se défont. C'est ce qu'on pourrait appeler une installation générative. Donc ça donne une espèce de texture très spéciale. Ça crée des clones de nous-mêmes, mais des clones qui sont à la fois ressemblants, interagissant avec nous, et en même temps totalement insaisissables. Ces portraits se forment, se précisent, disparaissent hors d'atteinte. Et dès qu'un nouveau visiteur se présente, les particules se réassemblent, les particules qui avaient servi pour le précédent visage, et constituent un nouveau visage. Donc voilà, sur le plan
du concept, on peut l'interpréter de toutes sortes de façons. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vais passer la parole à Orlan. Est-ce que tu veux nous parler peut-être du travail de Catherine, ou est-ce que tu veux nous parler de cette thématique? Qu'est-ce que tu aimerais nous dire? Tout est possible, oui, mais oui, moi j'apprécie beaucoup le travail de Catherine Icam, parce que souvent, quand il s'agit des arts électroniques, moi je suis souvent dans un état de déception totale, parce qu'effectivement je vois que la machine marche, c'est-à-dire qu'effectivement il se passe quelque chose qui est technologique et qui me fait vivre quand même d'une certaine manière notre époque, donc qui a un intérêt, mais en même temps c'est souvent comme un interrupteur. Alors on appuie et il y a de la lumière, et puis on éteint et ça s'arrête. Donc souvent c'est la démonstration que la machine marche. Et parfois c'est plus ou moins réussi, parfois c'est intelligent, parfois c'est extrêmement à la pointe, donc ça a aussi un intérêt. Mais dans le travail de Catherine Icam, il y a de la philosophie, il y a de la poésie, et il y a une position dans le monde en tant qu'artiste par rapport aux autres et par rapport aux humains. Et j'ai beaucoup d'intérêt pour effectivement les œuvres que j'ai pu voir à cause de cela. C'est-à-dire que ce sont des œuvres, d'accord? Elles passent par la technologie, et effectivement, en ce qui me concerne, je n'ai jamais été fasciné par une technique, par une technologie, par un matériau. J'essaye toujours d'avoir une idée intense, précise, un concept, et ensuite de trouver la meilleure matérialité pour révéler cette idée, pour dire quelque chose qui effectivement est en adéquation avec le monde que je vis. Donc c'est pour cela que j'ai tellement apprécié le travail de Catherine Icam. Et depuis longtemps, je soutiens le prix Hopline, parce que effectivement, il y a beaucoup de prix dans le monde, et que c'est un seul, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais qui effectivement convie le public à voter. Alors ça, c'est une question pour vous. Est-ce qu'il y a un votant dans la salle? Ah, il y en a plusieurs. Ah, d'accord. D'accord. Moi aussi. Bon, on peut savoir pour qui vous avez voté et pourquoi? En ce qui me concerne. Et j'ai voté, bon c'est peut-être pas par hasard, mais étant photographe, c'est la photo qui m'a le plus touchée. D'accord. Moi, ce que je disais, c'est ce qui est très compliqué avec le prix Hopline, et puis toutes les fois où on touche à l'Internet, c'est qu'à la fois c'est très facile, un clic de plus, c'est très facile, et en fait je trouve que c'est pas facile du tout. Par exemple, pour le prix Hopline, ce qui est intéressant, c'est que quand quelqu'un qui va voter fait une véritable recherche sur la personne pour lequel il va voter, et qui compare vraiment un artiste à un autre artiste en essayant d'en voir l'intensité, le message, la profondeur, les autres œuvres que celles qui sont peut-être évoquées sur Hopline. C'est pour ça que je vous pose cette question, qui est une question curieuse, mais qui est en même temps une question qui peut être décisionnelle pour le futur de Hopline, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a envie de s'exprimer là-dessus? Oui. Je vais répondre, mais entre parenthèses, demain après-midi, sur la thématique que vous avez évoquée, c'est le débat de demain après-midi, et à 18 h, quand ça sera terminé, on va traverser la rue, on fera attention parce qu'il y a des voitures, et on va pouvoir aller justement passer un grand moment à la galerie, justement, DX, avec vous, demain soir. Moi j'ai voté, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est comment, au fond, vous les commissaires, vous avez choisi 10 personnes. Et ce n'est pas simplement sur la simple photo qui apparaît, mais on clique, il y a les liens, et ça nous permet justement, ben voilà, je rentre, si je puis me permettre, dans le sens de votre réflexion, d'aller plus loin, d'une part, et puis surtout, et par la force des choses,
il faut évidemment cliquer sur plusieurs personnes pour pouvoir se faire une idée. Et moi, ce qui m'a frappé par rapport justement à l'opération Hopline, je ne suis pas en train de la défendre en tant que telle, mais justement en titre, on va dire, de citoyen qui ne connaît pas grand-chose dans ces domaines-là, c'est que ce mécanisme, je vais le dire brutalement et simplement, de ma vie, je n'aurais jamais visité en l'espace de 20 minutes ou 25 minutes 10 galeries. Et tout d'un coup, depuis chez moi, je ne sais plus à quelle heure j'ai cliqué, enfin j'ai regardé, mais je me suis évadé dans toute une série effectivement de propositions qui sont formulées. Et c'est cet aspect-là qui est intéressant. Ça ne remet pas en cause les expositions, les galeries, là où on se trouve ce soir. Bien sûr que non. D'ailleurs, il ne vous a pas échappé que plus on est immatériel, plus les gens se retrouvent pour partager des choses en réel. N'ayez pas peur, Orlan, sur ce point. Voilà, ce que je tenais à dire, c'est cet aspect-là qui me paraît, si je devais employer un seul mot, la richesse en fait du concept Hopline et de la réalisation d'Hopline. Je questionne la manière dont on a l'habitude en fait sur le net de mettre par exemple le fameux dessin j'aime. Et je disais tout à l'heure en fait j'aime c'est bien mais toujours pourquoi. Moi ce qui m'intéresse à travers le Hopline, c'est que ce que j'espère, c'est que petit à petit, des gens qui justement ne sont pas habitués peut-être à l'art, mais il y a aussi des habitués qui vont cliquer, s'interrogent et se construisent petit à petit des critères. Pourquoi tout à coup on décide que parmi 10 artistes, il y en a 9 que l'on jette et un ou une que l'on désigne comme le meilleur artiste de l'année de Hopline. Donc cette question, pour moi, était une question profonde, parce que j'espère que ce n'est pas uniquement j'aime ou j'aime pas, parce que ça, c'est quelque chose, comment dire, d'extrêmement spontané, de facile, mais qui ne fabrique pas petit à petit une vision de l'art, une vision du monde, et qui soi-même, on ne se situe pas, on ne se positionne pas pour trouver, oui, les critères, je n'ai que ce mot qui me vient, les arguments de ce qu'on aime ou de ce qu'on n'aime pas, quoi, voilà. Voilà, je voudrais te rassurer, Orlan, vu de l'intérieur d'Hopline, une vision assez technique de la démarche de vote, c'est qu'il s'avère qu'il y a un visiteur sur 5 qui vote. Il y en a une foule de visiteurs qui viennent et qui visitent, qui vont de l'un à l'autre et qui laissent passer le temps. Pourtant, il y a 2 mois pour visiter. Hein, mais ça, c'est ce qu'on a découvert avec les technologies qui nous permettent de mesurer ces choses-là. Chaque visiteur passe à peu près 3 minutes et demie sur le site, mais on se rend compte qu'il y a des visiteurs qui reviennent souvent, et qui quelquefois ne prennent pas le temps de voter, mais se sont imprégnés un petit peu et se sont éduqués, entre guillemets, à l'art contemporain. Ce qui me paraît vraiment, moi, très important, c'est qu'effectivement, les amateurs d'art, les collectionneurs, les milieux artistiques, les galeries, etc., en fait, ont des réactions par rapport à l'art en général, qui sont des réactions qui souvent datent de 100, 200 ou 300 ans, alors qu'ils ont dans les poches un téléphone portable, un ordinateur à la maison, qu'ils sont sur les réseaux sociaux, qu'ils grimpent dans des avions, en fait qu'ils ont une vie au niveau du quotidien, on pourrait dire, avec quelque chose d'extrêmement banal et normal, avec les nouvelles technologies. Et lorsqu'il s'agit d'art, tout à coup, souvent, ont des attitudes tout à fait différentes. Donc là aussi, j'espère que ces personnes qui utilisent en fait, effectivement, Hopline, donc le net, etc., pour voir de l'art, vont peut-être, petit à petit, changer leurs critères. Donc, c'est ça qui m'intéresse vraiment, quoi, voilà. Alors, nous allons justement pouvoir faire le passage, parce que l'art, bien sûr, c'est formidable, mais qu'est-ce que ça serait sans les acteurs du numérique, les entreprises et ces passerelles avec cela? Cher Laurent, comment faisons-nous?
Merci. Donc effectivement, on va passer sur ce petit débat avec... vous restez là, on fera un petit changement. Vous allez avoir du mal à trouver des places. Non, bon, ok, hein, vous allez être devant. Donc avec 6 intervenants qui vont défiler devant vous, vous constaterez qu'il n'y a pas d'artistes qui interviendront. La première raison, c'est que vous voyez, on met des artistes sur scène, ça doit intervenir pour l'ouverture 5 minutes, ça fait 40 minutes, donc là on va passer et surtout, c'est que les artistes interviendront demain sur la deuxième partie de cette conférence qui aura lieu au CAPC. Donc là on va voir à 16h. À 16h, donc des acteurs de la ville, des acteurs de l'entreprise, des acteurs du numérique. Alors pour commencer, on va voir 2 premières interventions au pupitre, avant de remeubler ces sièges, avec tout d'abord Yann Leroux, sur le thème de l'identité. Donc Yann Leroux est docteur en psychologie, Psy et Geek, c'est son nom de blog, spécialiste des identités numériques, des communautés virtuelles et de l'usage des jeux vidéo. Donc tu as carte blanche, tu as un petit quart d'heure, et puis je pense que on ne prendra pas forcément de questions, on aura un moment après débat en fonction du temps qui nous restera, mais je sais que tu es pris puisque tu dois rejoindre Avignon ce soir au plus vite. Bonjour, merci d'être là. J'ai été très content d'entendre des artistes témoigner de l'intérêt qu'ils avaient pour les matières numériques. Je crois que c'est vraiment quelque chose de très très important, parce que si l'art ne se mélange pas au numérique ou le numérique ne se mélange pas à l'art, je ne sais pas dans quel sens ça va, eh bien je suis persuadé que nous allons courir à la catastrophe, parce que ces matières et ces espaces numériques risquent de se refermer sur nous. C'est comme dans le Seigneur des Anneaux, hein, vous savez que dans le Seigneur des Anneaux, il y a un anneau qui les contrôle tous et dans les ténèbres les envoie. Eh bien, le numérique a quand même des potentialités qui sont malveillantes et je compte sur l'art pour que la tendance puisse s'inverser. Alors, pour un psychologue, parler d'identité, c'est à la fois quelque chose d'exaltant et de terrifiant. C'est terrifiant parce que, pour tout vous dire, les psychologues ne savent pas ce que c'est l'identité. On fait beaucoup de colloques, on écrit des livres sur l'identité, mais finalement c'est quelque chose qui nous échappe et qui coule entre nos doigts comme le sable coule entre les doigts d'un enfant. C'est quelque chose qui est, ma foi, aussi parfaitement exaltant, puisque comme on ne sait pas ce que c'est, on peut dire tout et n'importe quoi, on a le droit, puisque l'académie n'a pas tranché sur ce qu'est l'identité. Alors pour l'identité numérique, c'est encore plus simple ou plus aigu, puisque il y a eu grosso modo au moins 2 grandes périodes. La première période était ah oui, ouais, voilà, c'est ça le truc. Ouais. Parce que ça faisait un peu gangsta, j'aimais bien. Mais bon, alors je vais essayer de faire différemment. Donc la première période, c'est vraiment la période de la naissance des digiborigènes. Hein, c'est le début de l'Internet, le Far Web. On est dans les années 70. Il y a des hordes d'étudiants en informatique qui se téléversent dans la matrice, puisqu'ils ont quand même ces représentations-là. Ils ont lu Kadik, ils ont lu la science-fiction. Et pour eux, l'Internet, les endroits comme le Palace ou Usenet, qui était la Rome des mondes numériques, sont vraiment des espaces dans lesquels on peut se réinventer. Alors pour eux, c'est vraiment une surprise merveilleuse parce qu'ils se vivaient comme prisonniers du corps. Vous savez, il y a Foucault qui parle du corps comme d'une utopie terrible dans laquelle on est enfermé. Vous naissez blanc ou noir et vous êtes blanc ou noir toute votre vie, sauf si vous vous appelez Michael Jackson. Mais là, on sait comment l'histoire finit, ça finit par la catastrophe. Donc, vous naissez blanc ou noir, homme ou femme, grand ou petit, musclé ou maigre, et puis ce corps, vous le trimballez toute votre vie et vous devez incarner votre psyché dans ce corps-là. Et c'est un travail de tous les jours, mais c'est un travail qui est quand même fastidieux. Et alors, il est d'autant plus fastidieux qu'on est dans une période qui n'est pas la période d'antan. Hein.
dans les sociétés traditionnelles, l'identité était réglée une bonne fois pour toutes. Vous naissez sur les rives du fleuve Sénégal, vous êtes Bambara et vous êtes, disons, griot, eh bien vous allez chanter de la même manière que votre père avant vous a chanté, et vous danserez et chanterez de la même manière que votre grand-père et le grand-père de votre grand-père ont chanté et dansé. Ce qui fait que dans les sociétés traditionnelles, le futur des enfants ressemble à s'y méprendre au passé des ancêtres. Donc l'identité est réglée une bonne fois pour toutes, et c'est tout à fait rassurant. Alors l'Occident a inventé une nouvelle façon d'être, puisque avec le temps, le credo était plutôt de se réinventer continuellement. C'est le credo de Microsoft, par exemple, qui écrit sur ses boîtes « Jusqu'où irez-vous ? Jusqu'où est-ce que vous allez pouvoir vous inventer ?» C'est formidable, vous n'avez plus les chaînes des griots du fleuve Sénégal, puisque vous êtes, si vous avez envie d'être marin-pêcheur et que votre père est griot, ma foi, vous pouvez être marin-pêcheur. C'est extrêmement fatigant, puisque à chaque instant, il faut se réinventer d'une façon tout à fait différente. Alors dans les années 70, les digiborigènes qui sont arrivés sur les bords des mers numériques, puisqu'on était sur les bords du fleuve Sénégal tout à l'heure, donc là c'est les bords des mers numériques, ces digiborigènes ont vécu ces espaces-là comme des espaces merveilleux parce qu'ils pouvaient se réinventer, mais se réinventer sans fatigue. Vous pouviez choisir d'être un gaz rare, vous pouviez choisir d'être un troll, vous pouvez choisir d'être un ninja extrêmement dangereux, vous pouviez être geisha, et vous pouviez même être tout ça à la fois, successivement, en fait, parce que à la fois c'est fatigant, c'est difficile techniquement plutôt. Vous pouviez décider d'être tout cela à la fois, et ces digiborigènes faisaient ce qu'une chercheuse sociologue, je crois, les sociologues, des fois, ont de bonnes idées. Hein. Il n'y a pas que les psychologues qui sont des gens extrêmement brillants. Donc cette sociologue a appelé ça le tourisme identitaire. L'idée, c'était qu'au travers de ce qu'on appelait à l'époque les avatars, les gens s'inventaient mille et une vies, et ce qu'ils inventaient au plus loin d'eux-mêmes était en fait la part la plus intime d'eux-mêmes. Lorsque vous rêvez d'être une geisha et que vous mesurez 1,80 m et que vous vivez sur l'île de Manhattan, eh bien, ma foi, très probablement, vous explorez des fantasmes qui vous sont tout à fait personnels. Ce qui est bien aussi. Hein, si ça peut vous éviter 10 ans d'analyse, ma foi, vaut mieux payer un abonnement à AOL et aller dans les mondes numériques. Alors ça c'était avant. C'était avant et ça a changé avec Facebook. Je vous ai parlé de Usenet, la grande Rome des mondes numériques. Tous les digiborigènes allaient faire leur pèlerinage sur ces forums de discussion. Et puis, bah, vous savez comment ça a fini avec Usenet. Hein, les barbares sont arrivés. Avec Chrome plutôt, ça a fini comme ça. Usenet, c'est pareil, les barbares sont arrivés. Et le premier barbare, c'était Tim Berners-Lee qui vient annoncer la naissance d'un petit projet qui s'appelait le 3W. Alors ça, visiblement, ça a un peu marché, hein, puisque le 3W est venu, je vous le fais un peu court. Ensuite, il y a eu, après le web, il y a eu le web 2.0, on en est aux réseaux sociaux, et on en est maintenant à un Internet pervasif, et on en est surtout à un monde numérique qui est dominé par Facebook. Avant Facebook, l'Internet était un espace autre dans lequel on pouvait avoir une autre identité. Vous étiez fatigué de la vie compliqué que votre conjoint vous menait chez vous, eh bien vous preniez votre fil de modem, vous le branchiez sur la prise de téléphone et puis vous alliez vous offrir une autre vie, comme dans les romans de Philippe K. Dick, hein, c'était vraiment le délice où on pouvait à un moment donné planer de cette manière-là. Avec Facebook, les règles changent totalement. Il n'y a pas deux mondes, il n'y a plus qu'un seul monde, et c'est le monde de ici et maintenant. Je vous parle maintenant, et j'espère bien que des gens sur Twitter disent Yann Leroux est en train de parler, n'est-ce pas, Sophie? Tu es en train de tweeter? Non, bon, mais Sophie était une très méchante fille. Donc, sur Facebook. Bon, ça marche aussi sur Facebook. Donc, ce qui se passe ici-bas, sur la Terre, a instantanément, pratiquement, une image là-haut dans les cieux numériques. Et ce qui se passe dans les cieux numériques a des effets ici-bas sur la Terre. Donc, il n'y a plus qu'un seul monde. Et du point de vue de l'identité, eh bien, on retrouve finalement l'équation que l'on avait auparavant, puisque les mondes dans lesquels on s'évadait ont tendance à se réduire, et ce que je suis ici et maintenant correspond à ce que je suis, du moins je l'espère, sur Facebook. Alors,
on pourrait se dire que finalement c'est un peu triste, hein, puisqu'on perd un espace de rêve quand même qui était décrit par nos grands anciens comme un espace qui était merveilleux, un espace de réinvention de soi, etc., etc. Mais il faut quand même remettre les choses un peu en perspective. D'abord, c'était juste un rêve. Les premiers digiborigènes n'ont jamais eu de phare web. C'est eux qui se sont inventés ce mythe, parce qu'on a toujours besoin de mythes quand on crée une communauté pour pouvoir avancer. On a besoin d'avoir une histoire commune. C'est aussi tout à fait faux, parce que l'on sait que les gens, finalement, assez rapidement, en discutant sur Usenet ou sur les chatrooms, dans les espaces comme Palace ou même dans Second Life, les gens laissaient des débris de leur identité banale, commune. Et finalement, on arrivait assez facilement à savoir si le type avec lequel on jouait à World of Warcraft était de Saint-Nazaire ou habitait sur l'île de Manhattan. Hein. Au bout de 50 heures de jeu commune, on arrive quand même à parler d'autre chose que le boss qui doit tomber à la fin de l'instance. La deuxième chose qu'il faut prendre en compte, c'est que la liberté, cette liberté-là est au moins en partie illusoire. On a pu montrer que les identités que l'on prenait en ligne étaient des identités qui avaient un effet profond sur la façon d'interagir des personnes. Par exemple, les psychologues qui sont de grands humoristes parfois ont eu l'idée de faire jouer à des joueurs de jeux vidéo une partie en leur mettant une chasuble du Ku Klux Klan. Et puis ensuite, on leur demande d'arrêter de jouer et puis on leur fait passer d'autres tests. Et on a remarqué que finalement, les gens qui jouaient avec la chasuble du Ku Klux Klan avaient des conceptions beaucoup plus racistes que ceux qui n'avaient pas joué avec la chasuble du Ku Klux Klan. J'ai même du mal à le dire. Il faut que je reparte voir mon orthophoniste. Donc ça veut dire que les masques que l'on prend en ligne nous imprègnent fortement. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et d'un autre côté, ces masques-là sont aussi en lien avec notre vie intime, avec ce que l'on a de plus profond. Alors pour finir, quand même sur une note que j'espère un peu optimiste, je voudrais vous dire que ces espaces de liberté que l'on trouvait sur l'Internet n'ont pas totalement disparu, ils existent encore, et je crois profondément que les artistes, dont on a quelques-uns parmi nous aujourd'hui, contribuent à maintenir ouverts ces espaces-là, qui sont des espaces de créativité, et qu'ils empêchent le numérique de se refermer et de devenir ce qu'il n'est finalement, il n'est que ça, hein, qu'une succession de 0 et de 1, une somme de calculs bêtes et méchants exécutés par des machines. Je vous remercie. Non, tu vas pas partir. J'avais dit un quart d'heure, donc tu as fait ça en 10 minutes, donc ça nous laisse 5 minutes. J'ai que 10 minutes. Ça nous laisse 5 minutes pour des questions. C'est 10 minutes de Dakar. Donc, vous avez certainement des questions à poser à notre digiborigène. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Non? J'ai été baptisé il y a peu et je ne suis plus cannibale. Donc, on peut se causer. Si on prend l'exemple des jeux vidéo, moi j'aimerais votre point de vue parce que moi je pense que tuer c'est pas jouer, mais dans ces jeux vidéo on n'arrête pas de tuer. C'est ça qui fait notre grandeur et qu'on passe un certain nombre de plans. Donc moi j'aimerais savoir actuellement, moi je veux bien que ce soit des lieux ouverts, l'électronique, etc. Mais qu'est-ce qui se joue de plus intelligent, de plus intéressant en dehors de jeux où effectivement le but c'est de détruire, de tuer le plus possible? Allez, on a 4 heures, vas-y. Alors, tuer c'est quand même extrêmement amusant. Il n'y a rien de plus fun. Je me suis jamais autant amusé qu'en lisant, par exemple, les récits d'Homère. Quand vous lisez les massacres qu'il y a dans l'Iliade, vous êtes complètement exalté. Et le nombre de personnes que l'on tue dans l'Iliade, en plus avec de la cruauté, c'est décrit, on vous parle des traits amers d'Ulysse, il y a des lances qui vous foillent les viscères, il y a des coups de bouclier. Enfin bon, tout ça, ça exalte quand même beaucoup la libido du jeune mâle ou même du mâle plus ancien. Il y a quand même quelque chose...
Ça marche aussi avec les femmes. Mais les femmes qui jouent généralement au FPS, au jeu où on tue beaucoup d'autres personnes, jouent souvent parce qu'elles aiment jouer avec leurs amis. Donc c'est vraiment ça la première motivation. La première motivation des joueurs, des jeunes mâles qui jouent à ces jeux de guerre n'est pas organisée autour de l'agressivité. C'est pas ça qui les amuse vraiment. Hein. C'est fun au début. Bon, vous prenez votre AK-47, vous tuez quelqu'un et puis vous dites bon, je suis trop un badass, c'est rigolo. Mais c'est pas ça qui est vraiment amusant. Ce qui est vraiment amusant, c'est de jouer en coopération avec d'autres personnes. Ce qui est vraiment amusant, c'est d'être épaule contre épaule avec les gens de son équipe. Ce qui est vraiment amusant, c'est d'avoir un plan tactique et un schéma stratégique et de le mettre en œuvre à l'intérieur de la partie. À partir du moment où ça, c'est véritablement mis en jeu, eh bien, vous avez des espaces de créativité qui s'ouvrent. Il y a des parties de Call of Duty qui sont aussi belles que des parties de grands maîtres d'échecs. C'est de l'art pur. Il y a aussi la créativité individuelle des joueurs de jeux vidéo qui est pratiquement infinie. Par exemple, à la grande époque du jeu Quake 2, les joueurs ont inventé un mode de déplacement qu'on appelle le rocket jump. Dans Quake, vous avez une arme qui est un lance-roquette, et donc vous tuez vos petits camarades avec cela, c'est extrêmement amusant. Mais si vous tirez vers vos pieds avec un certain angle, le souffle de l'explosion vous projette en arrière et vous fait bondir de 10, 15, 20 mètres si vous êtes doué. Il y a des joueurs qui ont fait des espèces de transes comme ça sur 5, 10 minutes, où pendant tout ce temps-là, ils passent d'un endroit à un autre en faisant du rocket jump. Et c'est d'une beauté à couper le souffle. Alors je crois qu'il faut... Si, c'est vrai. Il faut pas s'arrêter juste à l'image apparente où des gens tuent d'autres gens dans ces jeux vidéo. Ça, c'est une partie de la question, mais ce n'est pas l'essentiel. Peut-être que ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut se demander, c'est pourquoi est-ce que l'on fait jouer massivement nos enfants à ces jeux-là. Et je pense, parce que si j'ai la question, je suis psychologue, donc j'ai toutes les réponses. Hein. Je pense que l'on fait ça parce que cette société-là est une société qui est hyper violente. Et elle l'est depuis quand même pas mal de temps, et ça se traduit par des jeux qui tournent autour de la violence et de l'agressivité. Oui, il y a des jeux, vous pouvez jouer aux Sims. Vous prenez des adolescents qui jouent aux Sims, qu'est-ce qu'ils font? Ce qu'ils adorent faire, c'est vider le frigidaire et enfermer la famille et la voir mourir de faim à petit feu. Voilà, ils font ça, vraiment. Ou alors, ils prennent la petite sœur et ils la noient dans la piscine. Pourquoi ils font ça? Alors, si, vous avez un jeu sur le modèle alors, je suis pas bon critique parce que moi j'aime bien jouer à noyer les bébés dans les piscines et à tuer des camarades sur les champs de bataille. Mais vous avez vous avez un jeu, vous avez des jeux qui sont des puzzles, hein, où vous avez à résoudre des énigmes qui sont présentées graphiquement, qui sont de toute beauté. Hein. Vous avez Candy Crush Saga. Là, il y a Candy Crush Saga. C'est un jeu dans lequel vous devez assembler des bonbons de la même couleur. Il y a zéro violence. Non, mais c'est vrai, mais le jeu est fun. Ouais. Le jeu est tout à fait amusant. Vous avez Angry Birds. Il y a un peu de violence parce que les œufs des bébés, les œufs des oiseaux ont été volés par les cochons et il faut aller les récupérer. Hein. Mais oui, il y a des jeux qui ne sont pas organisés autour de ça. Il y a un jeu qui s'appelle Limbo, qui est un espèce de voyage onirique dans le monde de la dépression et de la mélancolie, dans lequel on doit aller vers le mieux, vers le haut. Donc oui, ça existe des jeux qui ne sont pas organisés autour de ces questions-là. Justement, est-ce que Facebook, c'est pas un jeu plus doux? Est-ce que Facebook, c'est pas un jeu plus doux? Parce que tu sembles dire que Facebook, on projette vraiment une image de nous-mêmes qui est très conforme et très réaliste et qu'on s'est extrait de ces univers et ces personnages fantastiques de la période précédente. Mais est-ce qu'on n'a pas là justement un outil parfait pour jouer sur notre identité avec beaucoup plus de subtilité que dans les jeux un peu caricaturaux précédemment? Je ne pense pas que ce soit avec plus de subtilité. C'est une scène sociale et
chacun joue un rôle, chacun essaie de tirer son épingle du jeu. C'est vrai sur Facebook, c'est vrai au boulot, c'est vrai ici, je joue le rôle du docteur en psychologie, vous jouez le rôle du public, et puis vous êtes mille et une autres choses. Lorsque je regarde un visage qui est connu ici, je ne suis pas simplement le docteur en psychologie qui parle de Facebook ou que sais-je encore, je suis aussi un ami. Donc voilà, il y a toujours plusieurs scènes qui s'imbriquent, qui sont interconnectées, et ça fonctionne comme un prisme, voilà, pour donner une image, ça fonctionne comme un prisme, et à un moment donné, il y a une facette qui est davantage mise en avant que l'autre. Sur Facebook, il y a quand même un contrôle social qui est extrêmement important. Quand vous avez votre ami qui poste une photo de ses dernières vacances à Marrakech, il faut liker, il faut dire « Ah, c'est super, tu as de la chance, bravo hein !» Même si vous êtes vert de jalousie et que ça vous noue les tripes de voir que cet imbécile, pour la 4e fois de l'année, se paye des voyages de rêve, vous allez liker. Hein. Vous ne pouvez pas faire autrement. La seule chose que vous pouvez faire, c'est ne rien dire. Vous pouvez ne rien dire. Mais allez, faites l'expérience. Allez sur quelqu'un poste un truc, les vacances, tout le monde dit c'est super, et faites un commentaire négatif et vous verrez la volée de bois vert que vous allez vous prendre. Merci. Alors en 20 secondes, j'y crois quand même pas, incroyable, mais parce que quand même ce que tu viens de dire, c'est que c'est effectivement la fabrication du masculin ou la monstration d'un certain type de masculinité. Est-ce que c'est de la fabrique du masculin, ou est-ce que, parce que si les filles ne jouent que pour justement avoir une relation avec leur mec, sinon elles n'en auraient pas, ça devient grave, quoi. C'est comme la fabrication du masculin à travers le football. Enfin, moi, j'ai fait quelque chose qui s'appelle l'origine de la guerre, et qui est le pendant de l'origine du monde. Donc, tu vois, je suis très très sensible à ce que tu racontes, et tu joues un jeu qui est quand même assez incroyable en disant ce que tu dis. Le diagnostic est terrible. Alors, il faudra qu'on poursuive la conversation, parce que franchement, c'est vraiment long à déployer, et passionnant aussi. Il y a véritablement une hyper-virilisation dans les jeux vidéo. Vous êtes un gros bill et vous êtes fait pour cela. Quand vous allez à peu près bien, vous êtes capable de jouer avec les codes. Quand vous n'allez pas bien, vous croyez que le code, c'est la vérité. C'est là le seul drame. Donc il faut permettre, c'est pour ça qu'on a besoin d'artistes, il faut permettre de jouer avec les codes pour pouvoir continuer d'avancer. Et je vais libérer Laurent Pierre. Très belle conclusion. Oh, merci. 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 Alors, deuxième intervention avec Sophie Trouillet, qui est directrice de la culture à la ville d'Ésine, que je suis très content d'accueillir, puisque ça fait à peu près 6 à 9 mois qu'on s'était dit il faudrait absolument faire se rencontrer les acteurs de la culture et de l'art qui ont un pied dans le numérique, qui sont ton quotidien, et ceux du numérique qui ont un pied dans la culture, qui sont plutôt mon quotidien. Et puis le temps a passé, on s'était promis, on a fait le casting, et puis on n'a pas eu le temps, et puis aujourd'hui, voilà un petit peu, ça donne l'occasion de faire une première rencontre. Alors l'idée, c'est que tu nous présentes un petit peu, voilà, ton point de vue sur, en tant qu'actrice ayant un passé plutôt art. Vas-y, fais le lien. Go. Bon, déjà, c'est toujours un peu compliqué de passer derrière Yann, parce que faut tenir hein, l'audience, les échanges avec la salle. D'autant que je vais vous parler de moi, donc c'est peut-être un peu plombant, je pense. Non, je vais avoir ici plutôt le témoignage, le récit d'une expérience qui, pour autant, a démarré il y a longtemps mon rapport au numérique, mais qui s'est concrétisé il y a pas si longtemps que ça quand même sur la manière opérationnelle. Je suis donc directrice des affaires culturelles d'une ville d'Ésine. Pouvez-vous dire que qu'est-ce que je fais ici? Normalement, on est dans des codes assez encadrés dans la fonction publique, ce métier-là. Dans tous les cas, je l'exerce parce qu'auparavant, j'étais chargée de mission d'innovation numérique et sociale pour les 4 communes de la rive droite au GPV. Aujourd'hui, je me considère davantage comme une animatrice de territoire. Autant mon cœur de métier est la programmation de saison culturelle, mais ma vraie fonction, ma manière de travailler est vraiment l'animation de territoire.
En fait, c'est l'animation des territoires, parce qu'il se trouve que maintenant, je travaille et sur le territoire physique et sur le territoire numérique, une espèce de relation publique augmentée, une espèce de double terrain de jeu, donc c'est plutôt assez agréable, et je vais vous expliquer pourquoi. En 2009, enfin entre 2008 et 2009, enfin, je pars sous le contrôle et de Marcel Devergne et de Laurent-Pierre Gilliard, j'ai eu la chance de pouvoir avoir une levée de fonds FEDER et d'avoir à ma disposition, grâce à la complicité de l'AEC et de la Fondation Internet Nouvelle Génération, 11 chercheurs qui ont travaillé sur la mesure d'un territoire numérique. Donc j'étais déjà sur un territoire physique qui était compliqué, puisque c'était 4 communes, donc avec des organisations individuelles et des organisations collectives d'intercommunalité, mais en même temps, j'avais cette opportunité pour mettre en œuvre un projet numérique de pouvoir faire une mesure de territoire numérique. Ces 11 chercheurs, alors donc il y avait des chercheurs plutôt communication publique politique, c'est ça, hein, voilà, et chercheurs géographes. Alors quand on est simplement chargé de mission, on se retrouve avec une équipe comme ça de rêve, c'est plutôt pas mal, surtout que j'avais le temps, et ça nous a permis effectivement de démontrer l'existence d'un territoire parallèle à la vraie vie. On animait déjà un territoire existant qui était constitué essentiellement de la société civile et notamment des associations, puisque on travaille forcément en médiation sur des groupes constitués, des groupes existants. Et puis là, tout d'un coup, un autre monde se révélait à nous, un monde constitué d'individualité, d'artistes. Enfin, on retrouvait évidemment le même schéma social que dans la vraie vie. Hein. Ne croyez pas qu'il y avait un monde parallèle et que j'étais rentrée dans une espèce de matrice. Vraiment, j'avais d'autres personnes, des gens que je ne connaissais pas, que je ne pouvais pas rencontrer dans le territoire physique. Des gens qui avaient, effectivement, comme ils avaient des identités numériques, c'était aussi bien des artistes et des gens, des habitants qui avaient des passions communes, qui pouvaient aussi avoir des loisirs communs, qui pouvaient se regrouper, que je pouvais voir se regrouper. Et en fait, ces gens-là constituaient à nouveau d'autres habitants, puisqu'on avait donné une contrainte géographique à ce territoire-là. Je ne vais pas ici vous raconter comment ça s'est passé, parce que ce n'est pas forcément l'objet. Mais par contre, ça a changé complètement ma manière de travailler. Et je suis passée dans le monde de l'innovation sociale. Enfin, j'ai appris à cette occasion-là que ça avait un nom, hein, ce champ d'action. Et j'ai travaillé complètement différemment. La première chose que j'ai faite, c'est de me constituer moi-même une identité numérique que j'ai travaillée et que j'ai constituée un petit peu comme un acteur, avec une vraie posture, une posture à mon nom, une posture officielle, hein, on va dire une posture en tant que Sophie Trouillet, et puis une autre posture plus avatar, qui m'a permis de tester en temps réel, avec tout ce que m'avaient diagnostiqué ces chercheurs, des endroits où je pouvais aller chercher des gens, et tout d'un coup s'est ouvert à moi un espace de travail, un champ des possibles, un espace d'investigation qui n'avait plus de frontières et qui était vraiment infini. Ça voulait dire que non seulement je pouvais animer un territoire numérique sans frontières géographiques, que je pouvais le faire avec une restriction à l'unité près, c'est-à-dire un territoire très proche, et que je pouvais aussi monter des projets, mettre en réseau et aller chercher des projets artistiques, des projets sociaux, sans aucune frontière. Il suffisait juste que mon identité numérique colle à celle de mes interlocuteurs et des champs où j'étais en investigation. Par exemple, je dis toujours ça, j'ai monté donc cet événement qui s'appelle Panorama, qui a une existence autre maintenant, puisque je n'y suis plus, donc il a eu une vie un peu différente de celle que j'avais imaginée. Au départ, je ne suis pas du tout légitime pour être une directrice artistique d'art numérique. Personne ne le sait. Dans tous les cas, je n'avais pas prouvé mon existence sur ce champ-là. Je me suis construit une identité numérique. J'avais une compétence en art numérique, sauf qu'il n'y avait que moi qui le savais. Et après, j'ai fait en sorte que tout le monde le sache. Et j'ai pu monter un événement avec une direction artistique forcément qui m'était proche. Du coup, cette métamorphose-là d'innovation sociale, elle s'est opérée pour moi-même, elle s'est opérée pour ma méthode de travail, pour mon processus à moi de création, parce que finalement, c'est créer des nouveaux projets, même s'ils sont pour l'intérêt général, ils sont quand même dans un processus personnel et de fabrication, et j'ai pu avoir tout le champ des possibles. Ça veut dire que là, je me retrouve dans un autre poste,
qui est celui d'un poste plus classique, on va dire, dans sa vision des choses, sauf qu'on m'autorise à avoir ce processus de travail. Et en plus, on m'incite à l'avoir. C'est-à-dire que, comme la mission la feuille de route et la mission politique qui est sur ESIN est celle d'avoir une stratégie culturelle et une action culturelle au service des habitants, c'est-à-dire au service d'un territoire, et quasiment uniquement au service du territoire. C'est-à-dire que là, on a un projet politique qui n'est pas du tout basé sur du marketing territorial, qui est bien sûr une animation du territoire. Et le deal, c'est que j'ai le droit d'utiliser mes 2 territoires. Ce qui fait que mes projets sont c'est à chaque fois un accélérateur d'efficacité, de mise en œuvre opérationnelle. C'est-à-dire que là où avant, parce que évidemment j'ai une expérience, vu mon âge, j'ai une expérience plus ancienne et on va dire plus conforme, mais sans le numérique, quoique je commence assez tôt avec le numérique, mais grâce à Laurent Pierre, mais c'est là je pouvais faire les choses. Avant, c'était 2 ans un projet à monter. Là, j'arrive en 4-5 mois à monter un projet parce que j'anime un territoire. Alors, j'anime des acteurs, j'anime des artistes, je vais en chercher d'autres. Ceux que je connais m'en amènent d'autres. Les usagers, les spectateurs, les participants, eux-mêmes sont souvent une source d'inspiration, ou même parfois certains ont des compétences artistiques ou des compétences d'animation, de participation, ou même de les mettre au service du projet culturel. Et je peux aller très très vite. Et surtout, ça me permet de sortir de ce réseau classique dû à ma fonction qui est normale. Hein, je veux dire, moi c'est ma méthode de travail de faire autrement. Mais après, il y a des formes, des endroits où on se retrouve, où on est dans la corporation. Là, je n'ai plus de frontières de corporation. J'ai une ouverture totale au monde, bien sûr, à un monde numérique. Parce qu'après, il y a toujours la limite sur le territoire physique. Alors concrètement, ça se passe comment? Alors on va me donner un exemple concret parce que j'ai dans la salle là quelqu'un avec qui je travaille en ce moment et qui est donc l'association d'Ask et d'ailleurs, spécialisée en projets vidéo et en réalisation vidéo. Il y a quelque temps de cela, sur la rive droite, j'avais pu, grâce à la mesure du territoire numérique, repérer une web-série qui était fabriquée par les habitants, qui s'appelait En attendant demain. Ils étaient assez autonomes, ils ont juste besoin d'un coup de main parce qu'ils avaient été repérés par Canal+ pour les films faits à la maison, et le coup de main a permis justement, en lançant un appel à l'aide et à la population, d'en faire une trilogie pour Canal, donc ça veut dire une professionnalisation assez rapide. Et là, on a voulu mettre en œuvre, je voulais mettre en œuvre un nouveau projet basé sur une co-construction, sur une participation des habitants et sur une méthode de travail. Et je trouvais que la web-série était plutôt assez facile à mettre en œuvre dans le temps, dans la durée et dans la rapidité d'exécution. Dask et d'ailleurs, avec qui je ne travaillais pas d'ailleurs, est un ami sur Facebook. Et Olivier Dezania aussi en est un sur Facebook. Donc je vois ces processus par sa communication personnelle, par sa présence, par la présence de la structure. Je vois sur quoi il travaille. C'est plus facile d'aller tout de suite comme ça et d'épingler quelqu'un et d'aller le chercher et de mettre en œuvre le projet. En gros, donc là on a une web-série qui s'appelle ESIN Télé. Il nous faut un peu plus de vues, donc merci d'aller cliquer pour pouvoir rentrer dans un autre champ, puisque c'est un peu la suite de mon intervention. Donc ce projet-là s'opère avec 2 territoires, hein, toujours pareil, hein, on lance des appels à participation par les réseaux sociaux, on met en œuvre, après il y aura une stratégie numérique, on met en œuvre dans la vraie vie bien sûr, hein, demain ils tournent par exemple à la foire au Gras des Îles, hein, quand même, en plus je leur donne l'opportunité d'avoir des lieux de casting incroyables. Et après, voilà, il y a la transmission sur YouTube, le buzz, etc. On pourrait aller plus loin, justement, on voudrait aller plus loin. Et là, on aurait besoin d'avoir, peut-être de passer d'un côté un peu plus classique de la stratégie, en tout cas de l'entreprise, qui a l'habitude de faire ça, et de faire ça de manière un peu plus professionnelle, je veux dire sur la diffusion, pas sur la réalisation. En gros, là, cet endroit-là, pour moi, c'est un espace de coworking virtuel. C'est-à-dire que cet espace de coworking-là n'a pas du tout effectivement de limite de frontières ni de corporation, donc ça veut dire que je peux travailler avec qui je veux s'il accepte. Je me nourris de ce que me donnent les autres sur le territoire numérique
Et ça me permet de construire des projets sans limite de mon réseau de connaissances. Voilà. Après, moi, je me suis posé la question, parce qu'il y a évidemment des limites à ça, qui est celui, comme par exemple quand vous faites une recherche Google, vous imaginez bien que vous êtes tellement fliqué, vous êtes tellement référencé, géolocalisé, que la recherche Google n'est que votre propre recherche Google. C'est-à-dire celle de vos amis, celle que vous êtes habitué à faire. Google vous propose exactement ce que vous voulez entendre. C'est-à-dire que vous êtes dans un champ qui est de plus en plus restreint. Moi aussi, je me pose cette question-là, parce qu'à force d'animer un territoire avec les mêmes acteurs, peut-être que mon champ se restreint sans que je m'en rende compte. Donc ça, c'est ma vraie question aujourd'hui. Pour autant, je continuerai dans ce processus-là. Et je me suis posé la question de l'espace de coworking physique. Et donc j'ai observé plutôt des entreprises. À Bordeaux, on en a quelques-uns. Sans les citer, vous les connaissez de toute façon. Donc j'ai essayé un peu de m'y intéresser. Parce que, voilà, c'est la question qu'on se posait avec Laurent Pierre. C'est que rarement l'artiste ou le projet artistique rentre dans ces espaces-là. On est vraiment dans un entre-soi. C'est-à-dire c'est la corporation sur de l'innovation, souvent technologique. Il y a peu d'innovations sociales qui sortent de ces espaces de coworking. Et j'ai pas l'impression que ce soit très pénétrable. En tout cas, d'un point de vue de quelque chose qui pourrait être de l'ordre du projet artistique, c'est-à-dire avec la liberté et non pas que ce soit lié au modèle économique. Et cette mixité-là, je me demande comment on pourrait la mettre en œuvre, d'où les discussions régulières avec Laurent Pierre, parce qu'à un moment donné, on est bloqué. C'est-à-dire que sur le champ de l'action sociale, sur le champ artistique, sur le champ de la création, des processus de création, quand l'artiste il veut passer, enfin je vous entendais avec passion expliquer votre travail, et, sauf que là moi j'ai des artistes qui voudraient passer à mettre en œuvre technologiquement leur envie, leur création, et qu'ils n'arrivent pas à pénétrer le milieu de l'entreprise pour voilà, éprouver des systèmes de fonctionnement, de code, de tout ce qu'on pourrait imaginer pour arriver à aller vers un projet artistique augmenté. Voilà, je me posais cette question-là, j'ai pas la réponse. J'aimerais bien qu'il y ait un endroit, déjà à Bordeaux, ça serait sympa, où l'entreprise et l'artiste puissent se rencontrer sur un projet numérique. Merci. Alors l'heure tourne, donc on verra pour les questions après, on va reprendre les questions après. Je vais proposer aux quatre intervenants suivants, de passer sur la scène, sur ces magnifiques fauteuils. Si jamais quelqu'un trouve sur sa chaise mon conducteur, ça m'arrangerait assez pour arrêter l'impro. Et on va continuer donc avec 4 profils. Journaliste, acteur de la ville, start-up du numérique, waouh, super. Et puis chef, donc 2 chefs d'entreprise, une start-up, on peut dire, et puis une entreprise plus établie. On va continuer un petit peu d'avancer sur ces questions, dont certaines ont été posées par Sophie Trouillet. Alors, on va peut-être commencer avec Antoine Bidegain. Qui est, tu vas peut-être préciser ta fonction qui change régulièrement, mais on va dire penseur du numérique pour la ville de Bordeaux. Penseur, mais j'espère partager avec toi le fait que je suis un homo faber du numérique. Tout à fait, penseur-acteur du numérique. Donc sur la ville, un petit peu dans les mêmes problématiques que Sophie Trouillet l'a présenté. En quoi la ville et l'expérience de la ville est un contexte propice au développement de ces pratiques artistiques et à ces pratiques numériques, le lien un petit peu entre numérique et artistique. Alors on peut le cibler, le concentrer sur art numérique. C'est pas une mauvaise concentration, elle n'est pas sans rapport avec le sujet de la soirée. On avait évoqué ces questions auparavant, et c'est bien qu'on ait parlé de la différence entre le penser et le faire, parce que on fait beaucoup de choses ici, on fait beaucoup de projets et beaucoup de choses se sont faites avant nous. Et puis en élargissant le regard un peu à l'histoire et en essayant de faire une sorte de vision rétrospective par rapport à la question qui est posée là, moi j'ai la conviction que la ville est une des institutions humaines
et pour parler franchement même l'institution humaine qui a le mieux préfiguré ce qu'est la société en réseau virtuel et les réseaux sociaux, et en particulier la ville dense. Faire l'expérience, et on n'y pense plus vraiment parce qu'on l'a fait avec une grande naturalité et un grand naturel, faire l'expérience de la ville, surtout quand celle-ci est suffisamment compacte et fluide en même temps, c'est pouvoir choisir presque au débeauté la soirée qu'on va passer. C'est de pouvoir, quand on est dans le champ de l'action économique, pouvoir plus facilement trouver des talents, les agréger, les configurer dans un de ces espaces de coworking dont on parlait ou ailleurs. C'est d'avoir autour de soi l'impression d'une plasticité du réel très grande. On la retrouve aussi dans les déplacements physiques, hein, aller en vélo par exemple de Saint-Michel à Saint-Pierre, c'est quelques minutes, aller à pied du Node, cet espace de coworking, à un espace avoisinant, c'est quelques minutes aussi, et le tram accentue cette idée de fluidité de la ville. C'est pour moi une des expériences physiques les plus approchantes de ce que peut être l'essentiel occasionnalisme du clic et la flânerie que permet le réseau. Ceci étant dit, moi je pense donc qu'il y a une homologie structurale a priori très forte entre la ville dense et fluide et l'Internet en réseau. Alors ça prédestine sans doute peut-être mentalement et peut-être aussi organisationnellement la ville à être un espace d'éclosion de l'art numérique, parce que c'est un endroit où on peut concentrer les talents. Ce ne serait pas dans ce cas-là une spécificité de l'art numérique. La ville, force est de reconnaître qu'il y a des villes qui sont des berceaux de l'art numérique, ou en tout cas en sont des couveuses performantes. Berlin vient à l'esprit spontanément, c'est pas la seule. Pour apporter un petit bémol malgré tout à cela, on peut constater aussi que l'art numérique, sa production et sa consommation sont eux-mêmes très pervasifs et se libèrent de l'espace urbain. Moi, je suis très étonné de voir la quantité de personnes qui vivent dans des espaces urbains, de proximité de villes, mais très horizontaux, ou alors carrément dans des espaces proprement ruraux, et qui ont tout à fait l'éthos, les dispositions culturelles et les pratiques de consommation culturelle des urbains par rapport à l'art numérique, qui vont écouter de la minimale au fin fond d'une campagne, parce qu'il suffit d'avoir une connexion pour ça. Et peut-être y a-t-il une décorrélation au fond entre les conditions de création et d'apparition et les conditions de diffusion particulièrement accentuées dans ce cas-là. Il n'y a pas besoin d'avoir les codes urbains, la situation urbaine qui, je ne vais pas citer des exemples qui seraient peut-être des caricatures, mais qui mettent une très très grande rigidité entre le fait d'habiter dans tel quartier et d'écouter tel type de musique. Et là on a l'impression que le pervasif est roi. Si on centre un peu sur la métropole bordelaise, l'arrêt numérique aujourd'hui sur la métropole, ça représente quoi par rapport à Berlin? Ouais, difficile de se livrer à un chiffrage, hein, bien sûr. Et je comprends bien tout ce qu'il peut y avoir de provocation amicale dans cette question, parce qu'on voit bien que la consommation, elle est partout. Peut-être que dans la salle, alors que nous sommes en train de discourir ici, et certaines personnes au fond, et peut-être Marcel Desvergnes, sont-ils en train d'écouter du Panta du Prince sur leur smartphone. Et donc, nous sommes en fait dans la relative incapacité à apporter une réponse directe pour ce qui est de la consommation. Ça, c'est certain. Et là, il y a un programme de recherche qui s'ouvre à des personnes qui auraient les mêmes dispositions que Sophie pour sans doute explorer ce monde parallèle de la consommation culturelle sur le net, mais sur un territoire. On serait très surpris, je pense. Pour moins éluder la question, il y a des choses qui se font. Et on a toujours malgré tout besoin de catalyseurs. Il y en a un qui vient à l'esprit spontanément, bien sûr, qui est un bateau sur lequel se passe beaucoup de choses et qui est à la faveur peut-être d'une personne qui s'y trouve, un de ces catalyseurs qui développe des résidences, qui accueillent tout un tas de personnes de cette diaspora des arts numériques. Et puis il y en a d'autres aussi qui étaient antérieures. Hein. Je pense à ce qui se passait et ce qui se passe toujours à Saint-Médard-en-Jalles, l'action qui a été développée autour de Médiacité, un certain nombre d'acteurs collectifs. Tout ça ne fait pas forcément une scène, sans que d'ailleurs ce soit un manque ressenti. Il y a des propositions ici et là. La question portait peut-être plus directement sur l'action des pouvoirs publics.
Aussi, puisque tu poses la question. Oui, ben je retourne cette question qui était dans la question parce que c'est pas neutre, c'est la société civile qui a eu un effet de traction très net là-dessus. Les chargés de projet embarqués ou infiltrés dans les collectivités comme Sophie Trouillet ont pu être des accélérateurs de ça, mais on voit que maintenant il y a une compréhension aussi un peu plus grande de ce qu'est l'art numérique. Un indicateur de ça, un bon thermomètre, c'est sa présence de plus en plus massive dans les grandes manifestations numériques du territoire comme étant un indispensable élément. Ok. On reviendra sur quelques questions. On va voir un petit peu du côté maintenant des entreprises. Comment se vit ce rapport aux artistes numériques, à l'art numérique. Alors d'abord avec Arnaud Aquin, je vais te laisser présenter en quelques mots ta structure, le Jardin des Marques. Tu es un acteur, un patron de start-up du numérique, mais qui est très proche de l'univers de la création artistique numérique. Tu nous en dis quelques mots ? Alors, par définition, le Jardin des Marques étant une agence de publicité, en fait, même si elle est peut-être plus digitale que les agences de publicité classiques, par définition, une agence de publicité est forcément proche des artistes, puisque dans nos créations, on s'inspire toujours de l'ère du temps, et l'art fait partie de l'ère du temps, et il nous arrive souvent de travailler avec des artistes sur des campagnes en particulier. Je pourrais citer l'exemple d'une campagne pour le Val-de-Garonne où les Skinjacking, qui sont des graffeurs et des artistes graphiques, ont travaillé avec nous pour animer des espaces autour du Garo-Rock. Donc on est, nous, en permanence à la recherche de ces talents, qui soient graphistes, qui soient des talents dans l'audiovisuel, que ce soit des réalisateurs ou des scénaristes. Ça fait partie de manière intrinsèque de l'univers de la publicité. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que nous, en tant que communicants, on observe que les entreprises, les stratégies de marque ont largement évolué ces dernières années et qu'on est passé d'une communication qu'on peut qualifier d'interruptive, c'est-à-dire qu'on faisait des campagnes de publicité en disant au public « Stop, arrête de faire ce que tu fais, regarde notre pub », à une tendance qui, elle, qui est très, très différente, où il est plus important pour une marque d'être intéressante que d'être en fait intéressé. C'est une formule qu'on utilise souvent. Donc cette démarche qu'on appelle le brand content constitue pour les entreprises à créer des contenus de marque de toutes pièces, et la création de contenus à dimension artistique fait partie aujourd'hui réellement des stratégies de marque pour créer un lien entre la marque et son public. Et aujourd'hui, dans la plupart des stratégies qu'on peut mettre en place avec des marques comme Odilon, voire même des laboratoires, il nous arrive de partir à la recherche de ces créations de contenu à dimension artistique. Et cette tendance, en fait, a aujourd'hui pour principale conséquence de rapprocher des milieux qui étaient peut-être très distants des uns des autres. Je pense notamment au milieu du cinéma, au secteur des jeux vidéo. Donc, de plus en plus, les entreprises, à travers leur structure de conseil ou d'elles-mêmes, puisque le luxe entame eux-mêmes des démarches dans ce sens-là, vont aller chercher des talents dans le cinéma pour créer eux-mêmes leur campagne ou leur contenu de marque. Je vais juste donner un exemple, si on prend le cinéma. Pendant longtemps, les marques ont compris que placer leurs produits dans une œuvre cinématographique avait un intérêt en termes de mémorisation et en termes d'attrait vis-à-vis du produit. On appelle ça le placement de produit. Aujourd'hui, on a franchi une étape. Des marques comme Jaguar, par exemple, préfèrent aller chercher un producteur et un réalisateur, en l'occurrence Ridley Scott, par exemple, et des acteurs connus, pour créer eux-mêmes un court-métrage et une œuvre qui pourrait être à dimension cinématographique dans les valeurs de la marque. Donc on est passé à ce stade où les marques créent vraiment du contenu artistique. Ça peut être aussi du contenu musical, avec des artistes. Je pense notamment à Air France qui crée régulièrement des playlists et du contenu musical pour les gens qui voyagent. Un premier exemple qui est pas récent d'ailleurs, qui date de 2001, c'est un exemple que j'aime beaucoup. C'était la marque BMW en fait qui à l'époque, donc 2001, rappelez-vous, c'était le début de la DSL, je crois que le modem craquait encore un petit peu quand on passait à des comptes. Avait sollicité des jeunes réalisateurs, donc à l'époque c'était Guy Ritchie, c'était John Woo, pour créer des courts-métrages destinés à valoriser leur voiture, mais néanmoins des courts-métrages cinématographiques. Et particularité de cette série de courts-métrages, qui était rassemblée sous le terme The Hire, ces courts-métrages ont été diffusés dans un premier temps uniquement sur le web.
Voilà. Donc on était en 2001, c'était vraiment précurseur. Aujourd'hui, le web, le digital est devenu un espace d'expression pour tous ces contenus de marques qui ont plus ou moins une dimension artistique. D'accord. À peu près la même question pour Antoine Bousseau, sur une autre entreprise, à peine plus grosse que le Jardin des Marques, la Lyonnaise des Eaux, où là, a priori, le rapport, alors autant c'est une entreprise qui s'est fortement numérisée, Ramsès, le système de gestion des eaux, c'est la grande pyramide du numérique, c'est que du numérique. Par contre, le rapport au monde artistique est peut-être moins évident pour une entreprise comme la Lyonnaise. Oui, je confirme. Je confirme. Pour moi, j'ai pas l'impression d'être tout à fait un martien ici parmi vous, mais on peut se demander effectivement ce que fait le directeur de la Lyonnaise des Eaux sur la table ronde. Alors, j'ai essayé de faire un témoignage effectivement de ce que pour une entreprise c'est le numérique et de ce que l'art et le mécénat pour une entreprise, et puis on essaiera de croiser les deux. Bon, pour nous, le numérique, c'est avant tout un outil, je ne vais pas le détailler, vous l'avez en tête, c'est une capacité de transférer des données, les stocker, qu'elles soient des fichiers sonores, etc. C'est évidemment une transformation de nos métiers, donc nous on fait de la délégation de services publics, donc on gère des services d'eau, d'assainissement, et comme vous l'avez dit, maintenant on gère les compteurs en temps réel, on est capable d'anticiper une pluie, ses effets, etc. et avoir un sorte de télécontrôle qui s'appelle Ramsès, qui ressemble plus à Cap Canaveral, sauf que nous on ne peut pas atterrir des navettes, mais on fait atterrir des orages pour que Bordeaux ne soit pas inondé. La vision habituelle, donc ça c'est le côté numérique, la vision habituelle d'une entreprise, qu'est-ce que l'art lui apporte? Ben, souvent c'est le regard particulier de l'artiste, c'est-à-dire c'est ce côté du décalage, de la réaction, en particulier sur l'art contemporain, et qui peut avoir, à mon avis, un impact intéressant en termes de médiation vis-à-vis des salariés, c'est-à-dire intéresser les salariés différemment au monde extérieur, leur donner un contact entre guillemets, moderne, actuel sur le monde extérieur. C'est évidemment d'autant plus vrai quand il s'agit d'art numérique. Alors, il y a une spécificité qui, nous, en tant que service public, nous intéresse particulièrement dans l'art numérique, c'est qu'on a ce côté l'art pour tous, ou l'accès à l'art pour tous. Un des credos, évidemment, d'un gestionnaire de service public, par exemple sur l'eau, c'est d'avoir l'accès à l'eau pour tous, hein, effectivement, et on y travaille pour que, quel que soit le niveau social, on puisse assurer ce service au mieux possible. Et donc, le numérique permet cet accès à tous, et en particulier sur l'art. Alors, quand la place de Lyonnaise des Eaux sur le mécénat, il y a plusieurs choses. Donc, on est effectivement mécène en art sur Bordeaux. Comme ça, je vous dirai tout. C'est à peu près 50 000 € par an. On participe au CAPC, on participe au Rocher de Palmer, au Musée de la Création Franche, à Novart, à Oplagne, évidemment. Avec, en gros, effectivement, deux objectifs. Une sorte de démocratisation de la culture, ce que je dis, c'est l'accès à tous, et médiation culturelle. Alors, pourquoi on ne va pas plus loin? Parce que 50 000 €, ça fait plutôt un parent pauvre du mécénat, chez nous. En gros, on en fait plus sur la culture au sens général, sur les associations évidemment de consommateurs, et puis même sur le sport. Là, je dois partager effectivement un vrai problème du mécénat artistique avec les entreprises. Alors, je ne sais pas s'il est qu'en France ou qu'à Bordeaux, mais j'ai au moins deux exemples. Donc, je ne suis pas un spécialiste d'art ni un grand amateur, mais j'aime vraiment. Je ne sais pas comment vous le dire. Dans mon poste précédent, j'étais sur Dunkerque, et j'appréciais l'art, et donc j'avais pas mal d'amis au FRAC en particulier. Et finalement, on avait décidé à la CCI de créer une commission art et entreprise pour essayer, surtout le réseau dans le Nord, c'est un peu comme dans le film des Ch'tis, extrêmement puissant, les gens se connaissent, sont solidaires. Et on s'était dit, en se mettant autour de la table, on doit pouvoir fédérer du mécénat. Bon, c'est particulièrement mal tombé, c'était en 2008, le début de la crise, fermeture de Total, etc. Donc le Dunkerquois était un peu sinistré. Il n'empêche qu'en mettant énormément d'énergie, il n'en est rien sorti. Si ce n'est qu'on a passé des soirées vachement sympas, comme on le fait toujours dans le Nord. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, vous l'avez vécu ici, et j'étais, moi, subjugué de cet échec, c'est l'appel à fonds pour SUNA.
je ne sais plus combien cherche exactement la mairie de Bordeaux, 200 000 ou 300 000 euros, sur un bassin de vie de 1 million d'habitants, donc 20 à 30 centimes par habitant, avec des entreprises qui étaient prêtes à collecter. Je suis subjugué. C'était un échec total. Alors, depuis, il y a un grand donateur lui-même, je ne sais pas qui c'est. Mais en tout cas, l'appel à fonds collectif a donné le tiers de ce que recherchait la mairie de Bordeaux, qui, me semblait-il, était assez modeste vu la taille du territoire. Donc, on a un vrai problème sur le mécénat artistique dans les entreprises, et même de manière collective vis-à-vis du grand public, puisque SUNA était un appel à projet plus large. Alors, pour préciser, moi personnellement, donc qui encore une fois aime l'art, moi j'ai une vraie difficulté vis-à-vis de mes salariés. D'un côté, je vous dis, c'est un intérêt de médiation intéressant, parce que on a le décalage de la vision artistique. J'adore faire des conventions d'entreprise dans des musées, etc. Mais inversement, quand ça représente des flux financiers non négligeables, et en temps de crise, souvent les collaborateurs ne comprennent pas. On leur demande des efforts, et effectivement, faire du mécénat d'art paraît vraiment, vraiment la dernière des priorités d'une entreprise où on sert tous les boulons. Donc je trouve il faudrait continuer collectivement à travailler pour arriver à trouver le sens à ces démarches de mécénat d'art, parce que je pense que l'entreprise a un rôle évidemment social très large dans une ville et dans une métropole, et qu'on a du mal à se positionner sur ces sujets. Pour conclure un peu sur ce qu'on recherche, inversement en termes de peut-être de valeur, moi je trouve que pour une entreprise ou une industrie, on continue à chercher, que ce soit de l'art numérique ou de l'art non numérique, finalement le bel ouvrage. Pour revenir un peu sur le lien qui est très proche entre l'artisan et l'artiste, je trouve que montrer des bels ouvrages, encore une fois, que ce soit une peinture, une vidéo, etc., qui donne du sens, et qui comporte du beau, doit pouvoir encourager l'entreprise à être plus pro, à être plus artisanale dans ses gestes, et puis évidemment aider une entreprise qui est en permanente maintenant réorganisation, à montrer le décalage, à montrer le monde de dehors, et donc à nous aider à nous réorganiser et nous adapter à la société. Merci. Alors on va continuer, on va boucler ce tour de chaise, ce tour d'estrade par Alexia Guguemos, qui est journaliste, experte de l'art numérique, critique d'art. Donc déjà peut-être une réaction par rapport à ce que vous avez entendu, mais là de l'autre côté de la barrière, côté regard... Je ne sais pas dans quel côté de la barrière me trouver, parce qu'en fait je suis donc journaliste, je suis vraiment je me sens plutôt proche des artistes, mais d'un côté pour gagner ma vie, je suis... voilà, j'écris et j'anime un portail d'innovation autour des Smart Cities. J'enseigne au CFPJ, qui est une école de journalisme, où j'enseigne ce que c'est que le brand content. Et par ailleurs, j'ai une réflexion sur l'art et l'entreprise, puisque un de mes dadas, c'est de dire mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une grande entreprise en France qui se lance dans la création d'une collection d'art numérique. Et donc tous ces concepts en fait se mélangent entre Internet, le numérique, qu'est-ce que Internet des objets, qu'est-ce que la maison connectée, tout ça, ça n'a pas de résonance pour un artiste plasticien qui, lui, est dans l'expression, dans l'échange, dans un concept qui peut être l'interactivité, l'immersion. En fait, ce sont vraiment deux univers totalement différents. Mais peut-être qu'on va trouver ce soir un interstice pour échanger. Donc, comment vous voyez déjà l'évolution de ce secteur des artistes numériques? Alors, le souci, c'est que du côté entreprise, on perçoit l'art numérique comme un support de communication. Les artistes ont besoin d'être accompagnés peut-être technologiquement, hein, mais ils ont besoin d'être libres et de les laisser s'exprimer sans qu'ils soient obligés de faire une sorte de mapping façade sur une mairie. On vire dans le déco, dans l'animation grand public, et dans ces choses qui plaisent. Et là, on s'éloigne vraiment de l'art, tout simplement. Les passerelles que vous voyez par votre analyse de journaliste et d'experte, entre est-ce que c'est deux mondes complètement cloisonnés, est-ce qu'il y a des passerelles à monter entre ces deux mondes? Je pense que c'est l'exigence, ne pas sombrer dans le... Enfin, je comprends qu'il faille s'adresser au grand public et avoir une démarche
de promotion et d'ouverture et de pédagogique. Et pour autant, il ne faut pas sombrer dans la facilité et donc accorder, si on parle d'argent, effectivement des budgets à des cellules de recherche et d'expérimentation et de confrontation qui sont peut-être pas immédiatement visibles, mais qui ont du sens. Antoine, tu en as dit à peine 2 mots tout à l'heure. Qu'est-ce qui est propice à l'émergence d'une scène numérique sur un territoire? On a pas mal d'artistes numériques sur le territoire. Effectivement, on en parlait avec Sophie Trouillet, c'est difficile de faire déjà les liens avec les familles les plus proches, c'est-à-dire les acteurs du pur numérique, et il y a un pied dans le côté artistique. Comment, dans le cadre d'une collectivité, on essaye de cristalliser ces rencontres et de pousser les rencontres? Il faudrait questionner ce qui semble être une évidence, à savoir la proximité a priori naturelle entre entreprises numériques et art numérique. À mon avis, un artiste numérique est beaucoup plus proche d'un artiste non numérique que d'un créateur d'un service en ligne de data marketing. Bon, mais ceci étant dit, il y a dans ce qui a été dit là à la fois une incitation et une question qui est éminemment délicate, ne serait-ce que parce que déjà du point de vue des pouvoirs publics et de décideurs qui ne consacrent pas toute leur attention et tout leur temps à la question de l'art et encore moins à la catégorie de l'art numérique, il y a une immensité du champ qui échappe presque à la définition. Dans l'art numérique, on trouve des installations qui parfois sont extrêmement conceptuelles ou parfois portent un message, une critique sociale. Il y a de l'ironie dans certaines formes d'art digital, un discours politique parfois aussi, hein, à vocation plus ou moins partielle ou universaliste. Et puis il y a aussi des formes d'art extrêmement abstraites qui sont, je dirais, pas du domaine de l'élitisme, parce qu'elles sont parfois d'autant plus mainstream qu'elles sont abstraites, mais qui n'ont rien à voir avec les formes précédentes. Donc on est sur un champ qui d'emblée a embrassé le Parnasse le plus art pour l'art et la réponse à la demande la plus sociale, avec des artistes brouillant les pistes parfois, en faisant des installations qui sont plus du domaine de la promotion de grandes marques, hein, et dont on trouve des déclinaisons qui ont vocation à être artistiques, dans ces grands mappings par exemple, etc. Donc comment se poser par rapport à ça? Avec beaucoup de prudence, ça je crois que c'est déjà la première chose. La prudence aussi dans les éléments de la recette, parce qu'on voit qu'il n'y a pas de corrélation mécanique entre le fait, par exemple, d'avoir un très gros cluster économique sur l'industrie digitale et d'avoir une communauté active en art digital à côté. Et les exemples ne manquent pas, et on pourrait penser à certains gros pôles constitués, etc., avec de très grosses entreprises qui s'y trouvent, et où il n'y a pas nécessairement une dissémination naturelle et une création d'artistes numériques autour. Donc on voit bien que ça ne se fait pas forcément comme ça. On voit aussi qu'il y a des endroits qui émergent comme des scènes avec de l'art numérique de façon dense, alors que rien n'est prédisposé précisément à cela, ou des choses totalement inattendues. Ça peut être le fait qu'il y ait une culture musicale. À Détroit, il se passe beaucoup de choses en matière d'art numérique, en particulier de musique électronique, sur une sous-catégorie de l'art numérique, hein, une branche. Ça tient sans doute beaucoup plus au fait que la Motown était là qu'à quelconque autre cause. Et puis parfois, on voit aussi une intervention publique musclée, etc., qui peine à dégager un résultat tangible. Moi, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il faut marcher sur les deux jambes, hein, il faut des résultats de court terme, ne serait-ce que pour ne pas décourager Billancourt. Les gens voient des choses se passer, et puis il ne faut pas non plus sous-estimer le travail souterrain qu'il faut mener parfois pendant des années, hein, pour faire le pontage. Moi, il y a un exemple qui m'a beaucoup séduit, je le cite assez souvent, c'est celui de Bristol. Je l'aime bien parce que c'est une ville comparable en taille à nous. On ne va pas dire qu'il va se passer la même chose qu'à Berlin ou Barcelone demain à Bordeaux, parce que c'est une question de masse critique. Mais avec des contraintes qui sont posées, le Pervasive Media Studio a su, et c'est un travail dans la durée, intéresser des Hewlett-Packard ou des gros consortiums à l'art numérique, et pas seulement avec une idée de ROI très court, voilà, ça va être bon pour l'image et tout de suite on va vendre plus, ou on aura une présomption d'acceptabilité plus grande parce qu'on est des protecteurs des arts. Non. C'était quelque chose de plus pensé, et parfois pensé en fonction de l'agenda
de l'industriel et de l'agenda de l'artiste. Voilà, il y a quelque chose à faire parce que malgré les apparences, il y a des solidarités à établir, techniques ou autres. Voilà. Et puis ça passe aussi, je crois, par la régularité. Ça c'est compliqué. C'est compliqué pour les pouvoirs publics d'instaurer des grands agendas stratégiques et profonds par les temps qui courent. Hein. Mais c'est un travail de 5 ou 6 ans qui a permis à cette structure, le Pervasive Media Studio, d'émerger et d'avoir cette espèce de communauté qui identifie bien autour. Donc si je devais chercher intuitivement, parce qu'il faut encore une fois là, il ne faut pas trop avoir d'ambition intenable, et il faut avoir des objectifs qui soient à la mesure humaine du territoire sur lequel on est. Je crois que c'est ça, c'est la régularité, c'est la cohérence entre les grands mentors, comme on le disait là, et les artistes, et c'est peut-être aussi des choix, parce qu'on ne peut pas être de toutes les valses, surtout quand on est dans un domaine aussi immense, donc peut-être faut-il chercher à trouver des excellences et s'y tenir pendant un moment. Ça nécessite une capacité à résister aux injonctions, mais c'est ça qu'il faut faire maintenant, qui ne viennent pas forcément des politiques, qui peuvent venir des médias aussi, hein. On se fait apostropher parfois durement, mais comment vous n'êtes pas en train de faire ceci, qui est la dernière mode sur laquelle il faut être, et dont on ne parle plus 3 mois après. Ok. L'heure tournant, on va peut-être prendre quelques questions pour les 4 intervenants. Il y a forcément des acteurs dans la salle qui sont sur l'art numérique, parce qu'il y a pas mal de lieux sur Bordeaux. Tu as cité l'iBot. Il y a une galerie spécialisée qui s'est ouverte, l'espace 29. Il y a des associations comme les morphogénistes. Alors, plusieurs s'étaient inscrits. Je ne sais pas s'ils sont dans la salle. Je ne sais pas s'ils ont envie de poser des questions. En tous les cas, si vous souhaitez poser des questions, vous levez une main au choix et puis on vous fait passer un micro. Ok, allez, c'est toi. Alors j'ai entendu tout à l'heure parler de prudence. C'est justement ça le plus gros problème. Si on veut avoir quelque chose qui se fait, ce n'est pas la prudence qu'il faut mettre en œuvre. Au contraire, prenons des risques, mettons les dispositifs, et là je parle à M. Bidegain particulièrement parce que c'est lui qui représente les pouvoirs publics, mettons les dispositifs en œuvre tout de suite, et ne laissons pas les artistes, comme vous dites, essayer de trouver des solutions. J'en ai un exemple, il y a Crystal Palace par exemple qui loue une vitrine pour arriver à projeter, pour arriver à montrer les œuvres qui sont réalisées par les artistes du numérique. C'est dommage que Crystal Palace soit obligé de louer la vitrine et que la mairie de Bordeaux ne mette pas à disposition des fort nombreuses vitrines qui ne sont pas occupées, qui ne servent à rien en ce moment, et qui pourraient être non pas seulement la vitrine de la mairie de Bordeaux, donc vous y gagneriez, mais qui pourraient aussi être la vitrine des entreprises, et pas seulement des entreprises, mais aussi des gens qui essayent de faire du numérique à Bordeaux. Voilà. Je crois qu'il faut que tu répondes. Personnellement, je dis que oui, il faut avancer. Un petit mot de réponse court et une autre question qui se prépare. Il y a dans la relation qui s'établit avec l'innovation artistique quelque chose qui est intéressant, c'est un rapport qui est un peu le même que celui qui existe entre les startups et les grands groupes qui les mentorent. C'est parfois un différentiel de rythme et de capacité à l'agilité aussi. Le caractère lean des administrations publiques est encore je dirais pas perfectible, mais je dirais qu'il y a des marges de progression non nulles dans l'agilité des institutions publiques. Et la capacité à répondre au foisonnement du territoire, dont il faut absolument se réjouir, elle est à la mesure de ça. C'est pourquoi parfois un ordonnancement qui peut paraître comme une forme de violence un peu planificatoire s'impose à nous pour pouvoir répondre à ces sollicitations-là. Je reviens quand même sur l'exemple qui a été donné là parce que je trouve très bon. L'art numérique, il est particulièrement porteur de défis pour nous parce qu'il peut prendre à peu près toutes les formes et toutes les propositions et avec en plus une capacité de mobilisation quasi instantanée. Là, je pourrais parler des installations qui sont menées par M. Capdepuis. Il suffit d'un vidéoprojecteur, il suffit d'un capteur de mouvement pour tout de suite pouvoir créer le happening ou créer l'événement. L'autre dimension, c'est que, et là je lui retourne la balle, il y a aussi un immense monde auquel on répond parfois sans que ce soit très, très visible, ne serait-ce que par exemple en mettant à disposition un réseau Wi-Fi sur les quais,
La consommation de l'art numérique est très pervasive, elle passe parfois par des expériences très individuelles. Moi je voyais l'autre jour, quand il faisait encore un peu doux, des gens en train de regarder une installation qui était une redite d'une chose qu'on avait vue à la semaine digitale, c'était au miroir d'eau, ils regardaient sur une tablette à 3, et cet usage-là, cette consommation, ce moment esthétique et d'émotion, il est heureusement passé inaperçu, parce que c'est une affaire privée. La ville, elle doit aussi être capable de susciter ça plus facilement. Oui, moi je voudrais réagir. Hein. Je suis un peu mitigé avec ton intervention. Je ne sais pas si ça va rejoindre celle d'Antoine. C'est-à-dire que oui et non. Il faut avoir un certain aussi respect entre guillemets, de l'espace public ou de ce qu'a envie la ville, ce qu'a envie la métropole. Le numérique est extrêmement intrusif, comme on l'a dit. On peut le faire n'importe où, quasiment n'importe quand, avec un peu des moyens visibles. On peut se positionner partout. Donc, alors moi, je suis super fan de l'idée de se dire que toutes les vitrines de magasins fermés deviennent un support d'art numérique. Voilà. Après, je pense qu'il faut vraiment le faire avec des étapes. Je ne suis pas là pour être modérateur, mais il faut aussi avoir un respect par rapport à ce que la métropole a envie de voir, envie de faire. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait des touches. Et après, peut-être simplement s'ouvrir plus, parce qu'il y a peut-être des tas d'autres formes d'art qui ont envie de vivre dans la ville, et pas uniquement celle-ci. Donc, je suis désolé, je fais un peu le rabat-joie. Une autre question d'un hacker numérique, non pas toi Pierre, s'il te plaît, merci. D'autres questions? Soyez pas timides les artistes. Juste, simplement pour vous dire que le centre Pompidou, par exemple, n'achète pas d'art numérique, qu'en ce moment, il y a un artiste français, Maurice Benayoun, qui est en train de développer à Hong Kong une sorte de Bauhaus du numérique. On lui a confié d'animer une tour entière qui fait 3 fois la tour Eiffel pour y projeter des œuvres. Il a une programmation mensuelle, etc. Et ça ne passe pas en France. Voilà, donc je dirais plutôt aux jeunes hommes, aller à Bristol ou ailleurs, mais... Une question? Moi, je pense que c'était pas surtout une question, mais plutôt une remarque. Enfin, ça peut être aussi une question. On n'a pas parlé de l'art comme étant un espace d'émergence. C'est un espace où on réinvente, où on casse les règles. Et donc, il ne faut pas attendre que ce soit un espace productif, parce que c'est justement, il en émerge des choses qui peuvent être dans la production, mais c'est un espace avant tout d'erreur. C'est comme le vivant en fait, tout ce qui est micro-organisme, c'est exactement la même chose, c'est l'émergence de ce qui a pu être maintenant l'humanité. Et donc c'est un espace de réinvention, et donc il faut accepter que de mettre des ressources qui ne soient pas productives, puisque c'est un investissement vraiment sur du long terme. Et dans ce processus-là, je pense à l'usage peut-être à l'avenir des Fab Labs, du développement des Fab Labs. Et donc dans ce cadre-là, l'accessibilité assez grande aux artistes, mais aussi aux citoyens qui ne sont pas identifiés comme des artistes. Et je pense que ça peut être un espace à explorer dans le domaine de l'art numérique. Alors, qui dit Fab Lab, je pense que c'est une réponse plutôt politique. En tout cas, moi, pour vous parler de nouvelles écritures, du numérique et de l'outil extraordinaire que représente Internet depuis un bon moment, eh ben, je vous conseille mon ouvrage, Les médias sociaux à l'usage des artistes, dans lequel j'aborde les réseaux sociaux et Internet comme un nouvel espace d'expression, avec des clés pour y construire son identité numérique. Alexia a tout à fait raison. Alors, je vais vous proposer, après avoir remercié l'Institut culturel Bernard Magrez. Voilà, merci. Et Bernard Magrez de nous avoir accueillis. Et bien sûr, Adrien Mensingor. De continuer toutes ces discussions avec Impo dans les salons à côté. Et en vous remerciant, c'était fabuleux. Alors, bien sûr, nous ne nous arrêtons pas. Ah oui, pardon. Demain, on vous attend à 13h à la mairie pour la remise du prix et le nom du lauréat. J'ai failli vous dire qui c'était. Du nombre de votants et de participants. Et ensuite, donc à 16h, avec
les commissaires qui sont là, plus Dominique Moulon, un spécialiste des artistes numériques, qui vient, Anne-Cécile Worms aussi. Donc tout ça va être aussi passionnant. Mais je voudrais terminer, puisque là nous avons des artistes et des entreprises qui ne s'imaginent pas qu'on va rester les bras croisés, qu'on va leur proposer des trucs avec Laurent-Pierre Gilliard et que nous avons l'intention d'avancer et de ne pas attendre.